Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un petit cours en droit des obligations, idéal si vous êtes en L2 ou que vous préparez le CRFPA. Donc on est sur l'introduction à cette matière, sur la catégorie des actes juridiques, et aujourd'hui on va traiter plus particulièrement de la classification des actes juridiques. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours réviser avec un code civil, donc si vous le pouvez, essayez de regarder cette vidéo avec un code civil sur votre table. Alors, c'est parti. Les actes juridiques se déclinent en plusieurs catégories, parmi lesquelles le contrat qui en est l'acte principal. Donc, ce qui les unit est l'importance cruciale de la volonté des parties, encadrée néanmoins par des restrictions légales qu'on verra par la suite. Donc, la première étape de notre petite exploration distingue principalement le contrat des autres formes d'actes juridiques. Le contrat, c'est un acte quotidien, très très fréquent, tant pour les transactions simples, ça peut être aller acheter votre pain à la boulangerie, que pour des opérations plus complexes, par exemple justement acheter cette boulangerie, justement la vente, la cession d'un fonds de commerce. Ça souligne ici l'étendue et la variété des classifications contractuelles. Donc là c'est très important, il faut le noter, selon l'article 1100-1 du Code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent en tant que de raison pour leur validité et leurs effets aux règles qui gouvernent les contrats. Donc ici, on a trois grandes familles qui vont se démarquer. Premièrement, les actes unilatéraux, ensuite les actes bilatéraux, aussi connus sous le nom de contrat ou de convention, et les actes collectifs. Donc parmi ceux-ci, seul le contrat bénéficie d'un régime général, clairement établi, applicable autant que faire se peut, aux autres catégories d'actes juridiques, notamment en ce qui concerne les conditions de l'existence, de la liberté du consentement et de la licéité du contenu, mais on verra tout ça dans une autre vidéo. Premièrement, sur l'acte unilatéral. Donc l'acte unilatéral, c'est un acte qui va émaner d'une seule volonté, d'une seule partie, désireuse de créer des effets juridiques. On va distinguer deux variantes selon les conséquences visées par l'acte. Premièrement, on a certains actes qui visent à produire des effets autres que la création d'obligations. Ça peut être le cas du testament, qui est une transmission de droit, ou encore la renonciation à une succession, qui est la renonciation à un droit. On a également la simple déclaration. Dans le cas, par exemple, d'une reconnaissance de paternité, on reconnaît une situation juridique préexistante sans créer de nouvelles obligations. Ces actes sont précisés par la loi qui en définit la validité et les effets avec plus ou moins de détails. D'autres actes visent explicitement à créer des obligations, bien que leur efficacité soit sujette à débat. Par exemple, il est clair qu'un individu ne peut pas de son propre chef générer comme ça un titre de créance sur autrui. Mais la question reste ouverte de savoir si une personne peut s'engager par sa seule volonté et sans accord préalable d'un créancier, à travers d'une promesse, par exemple de récompense ou une offre de contrat. Les débats doctrinaux autour de la validité et de l'efficacité des engagements unilatéraux ont mené à l'adoption de nouvelles dispositions dans le Code civil reconnaissant ces formes d'engagement, certains ayant déjà été validés par la jurisprudence comme l'exécution d'une obligation naturelle ou l'offre de contracter sous conditions déterminées. L'article 1100-1 en son premier alinéa, donc 1100-1 du Code civil, précise expressément la possibilité des actes unilatéraux, tandis que le second alinéa rappelle que leur validité et leurs effets sont régis par les principes applicables au contrat. On passe ensuite à l'acte bilatéral. Donc la nature de l'acte bilatéral repose sur la convergence de deux volontés ou plus. Alors on passe à l'acte bilatéral. Donc selon l'article 1101 du Code civil, un contrat est défini comme étant un accord entre deux ou plusieurs parties visant à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ça c'est très important, essayez de bien vous rappeler de cet article qui est tout le temps cité dans les majeurs de cas pratiques. Le terme contrat provient du latin contraere qui signifie réunir ou conclure. Sa définition maintenant le rapproche de celle d'une convention, issue du latin convenir, signifiant se réunir ou s'accorder. Cette dernière est perçue comme englobant non seulement les accords visant à établir des obligations, mais également ceux ayant d'autres finalités, telles que la transmission ou l'extinction d'obligations. La définition adoptée de la Convention embrasse un éventail plus large d'actions, y compris le transfert de droits réels, comme le transfert d'un droit de propriété, d'une servitude,
ou de droits d'usage spécifiques. On termine cette vidéo avec les actes collectifs qui ont quant à eux vocation à s'appliquer non seulement aux parties contractantes, mais aussi à des tiers suivant des règles spécifiques à chaque type d'acte. On distingue principalement les décisions prises en assemblée par des personnes morales qui engagent l'entité juridique en tant que telle. Et on a également les actes négociés par les représentants d'un groupe, donc ça peut être les conventions collectives du travail, qui s'imposent à l'ensemble des membres, y compris ceux non présents lors de la négociation. Donc ces différentes formes illustrent la complexité et la diversité des actes juridiques, chacune encadrée par des règles spécifiques qui en déterminent la portée et les effets.